Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes de retour aujourd'hui avec le colonel Lawrence Wilkerson pour discuter de certains de ces systèmes d'alliance qui semblent s'effondrer. Donc bienvenue à nouveau dans l'émission. Ravi de vous retrouver, Glenn. Il y a donc ce grand bouleversement mondial à notre époque, enfin qui définit au moins notre époque, à savoir ce transfert de pouvoir de l'Occident vers l'Orient, qui perturbe inévitablement tous les systèmes d'alliance et, je suppose, l'ordre mondial lui-même. En Europe, il semble être bloqué, car il n'arrive pas à imaginer un monde différent de la politique des blocs que nous connaissons depuis la Seconde Guerre mondiale. En Asie de l'Est, on voit des pays comme la Corée du Sud et le Japon repenser leur dépendance excessive au système d'alliance avec les États-Unis. Et au Moyen-Orient, on observe désormais une remise en question de la manière de garantir leur sécurité. Et je suppose que le développement le plus important récemment a été la tentative d'Israël d'assassiner les négociateurs du Hamas à Doha, au Qatar. Mais de mon point de vue, ce qui est le plus significatif, ce n'est pas tant que les Israéliens essayent de tuer des négociateurs de paix, mais plutôt que cela soit fait comme une attaque contre l'un des pays de la région les plus proches des États-Unis. Je veux dire, si les États-Unis ne peuvent même pas garantir la sécurité du Qatar, qu'est-ce que cela dit de l'ordre établi? Je me demandais comment vous interprétiez toute cette situation, ce qui se passe au Moyen-Orient, parce que pour être honnête, je ne m'attendais absolument pas à quelque chose de ce genre. Moi non plus, je ne le savais pas, même si j'ai l'impression que je devrais me donner une claque pour ne pas l'avoir soupçonné. Bibi Netanyahou est notre instrument. Tu sais que je pense cela. Je pense que nous l'utilisons. Nous, en tant qu'empire colonialiste, l'utilisons pour servir nos intérêts stratégiques, dont le principal est de protéger le flux de pétrole en provenance du Golfe. Et cela n'a pas changé depuis 50 ans. Mais aussi pour faire d'autres choses, comme exécuter la stratégie Clean Break, qui prévoit que tous ces pays subissent essentiellement un changement de régime pour finir, selon nous, avec l'Iran. Peut-être pas, peut-être que cela ira plus loin, mais certainement finir avec l'Iran, que l'on pourrait considérer comme le principal coupable, si c'est le bon terme, dans la région. En ce qui concerne l'Empire et Israël, c'est probablement le cas. Mais je ne pensais pas qu'en cherchant à utiliser Israël pour cela, car c'est ce que je pense qu'il se passe. Ce n'est pas Israël qui nous mène, c'est nous qui les menons. Mais dans cette situation, nous avons affaire à un dirigeant israélien qui n'est pas très attentif à cette relation et qui pense qu'il la contrôle et que tout ce qu'il fait devra être suivi, en quelque sorte, par les États-Unis. Donc, j'entends dire, et de sources très fiables, et laissez-moi revenir un peu en arrière pour vous dire ce que j'ai entendu et que vous avez peut-être entendu aussi, de la part de Gilbert Doctorow, le docteur Doctorow, dans l'émission du juge Napolitano ce matin. Après ces conversations avec une personne dont il ne voulait pas révéler le nom, et je ne lui en veux pas, avec un parlementaire allemand, si j'ai bien compris ses propos, qui passait beaucoup de temps entre l'Allemagne et l'Iran. Et il m'a dit, ou vous savez, dans l'émission, le docteur Doctorow a dit, en substance, que ce qui s'était passé, c'est que Netanyahou avait dit au président Trump, catégoriquement, qu'il allait utiliser une arme nucléaire contre l'Iran. Et ce que le président Trump a fait, c'est dire, non, ne le fais pas, je m'en occuperai. Et cette intervention aurait été les B-2 et les frappes ultérieures sur Fordow, Ispahan et d'autres installations nucléaires iraniennes. Cela aurait empêché que cela se produise. Maintenant, on pourrait dire, si tout cela est vrai, que Netanyahou bluffait simplement, et qu'il bluffait pour amener Trump à faire exactement ce qu'il a fait. Mais cela indique où nous en sommes avec cet individu. Cet individu est actuellement pris à la fois
dans un piège politique et dans un piège militaire, ou de sécurité comme je l'appellerais. Il est engagé sur plusieurs fronts. Il est en train de perdre son armée. Il est en train de perdre la population israélienne. S'il n'avait pas imposé ces restrictions draconiennes sur les déplacements, il aurait probablement perdu 1 million de personnes de plus, en plus du million qu'il a déjà perdu. Il est en train de tout perdre. Et donc, la seule issue qu'il voit, c'est de continuer, de redoubler et de tripler d'efforts. Je pense que cela signifiait qu'il devait arrêter ces négociations parce qu'il veut détruire tout ce qu'il peut avant qu'un cessez-le-feu n'ait lieu, certainement avant la fin de la guerre. Et ces négociations menées par Wilkerson allaient mettre fin à cela. Elles allaient y mettre un terme, et ils allaient parvenir à une sorte d'accord de cessez-le-feu, puis à un accord concernant l'après-conflit à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem, et ainsi de suite. Bibi ne peut pas tolérer cela, donc il a décidé d'affronter les négociateurs, un peu comme il avait fait la même chose meurtrière en Iran pendant les négociations. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'il y a des signes très clairs, de la part de certains de mes contacts au sein du complexe sécuritaire, que nous avions effectivement été informés et que nous avions effectivement fait voler une sorte de patrouille aérienne de combat au-dessus de Doha. Pas avec des avions de chasse, cela aurait été trop évident. Nous l'avons fait avec des avions de transport, des avions logistiques, qui tournaient dans les environs d'Al-Udeid et de la zone de frappe, et confirmaient aux Israéliens, alors qu'ils arrivaient, en survolant bien sûr l'espace aérien d'autres pays, qu'il n'y avait aucune menace pour eux. Et donc, ils sont venus. Que Donald Trump ait su cela ou non est une vraie question pour moi, à la fois en tant que citoyen américain, inquiet pour mon pays, et en tant que professionnel militaire, car je sais comment fonctionne le processus de gestion de crise. Et je sais que les présidents peuvent vraiment adopter l'une des deux méthodes. Ils peuvent choisir celle que l'armée préfère et demande toujours, à savoir donner un maximum de liberté au commandant du commandement unifié sur le terrain. Dans ce cas, le commandant du Central Command, Bazgim le Prapore Sreng ou Al-Udeid. Cela signifie qu'il peut faire tout ce qu'il veut au sol, dans les airs, dans le cadre général du concept d'opération. L'autre méthode, et il y a bien sûr des variantes, mais l'autre méthode radicale, c'est que le président contrôle tout. Pensez à Ronald Reagan et à la frappe sur la Libye en quoi 1986 ou peu importe? Non, pas en 2008. Peu importe l'année, l'opération Eldorado Canyon, quand les FP-111 ont frappé la Libye. Là, la marge de manœuvre était très limitée, très serrée. Alors, quel concept était utilisé? Quelle technique opérationnelle était appliquée? Est-ce que c'était le commandant du commandement unifié qui décidait? Parce qu'ils sont comme ça, Glenn. Il a des gens dans les bureaux d'état-major israéliens et ils ont des gens dans ses propres bureaux d'état-major. Ils sont proches, comme les lèvres et les dents. Donc il devait savoir que cela allait arriver. Et a-t-il pris l'initiative lui-même de fournir cette couverture et ce faisant, violer notre relation avec notre autre allié dans la région, le Qatar? Je ne sais pas. Ou est-ce que Trump l'a ordonné? Est-ce que Trump lui a demandé de faire cela? Ou est-ce Hegseth qui lui a demandé de le faire? Parce que je suis presque certain que nous étions au courant et que nous avons en fait aidé à protéger cela. Donc c'est un vrai casse-tête pour moi, à la fois en tant que professionnel militaire et en tant que citoyen. Je ne sais pas si nous ne sommes pas en train d'avancer encore plus loin sur cette voie de la perfidie absolue. Je veux dire, entrer en négociation avec les Iraniens, puis permettre aux Israéliens d'assassiner plusieurs de leurs personnes clés et des membres de leur famille. Revenons à l'assassinat de Soleimani. Il était aussi en mission de paix, et nous l'avons frappé. Et maintenant, nous voilà en train de frapper Doha afin d'empêcher toute négociation réussie au nom de Bibi Netanyahou. Ce n'est pas bon.
Je m'interroge aussi sur le rôle des États-Unis dans tout cela. Lorsqu'on examine l'évolution des systèmes d'alliance, on se contente souvent d'observer les changements dans la répartition du pouvoir pour essayer d'évaluer comment les intérêts américains évoluent également. Mais il se passe aussi une chose importante. Lorsqu'il y a un bouleversement majeur dans la répartition du pouvoir, la manière dont les États-Unis définissent leurs propres intérêts subit elle aussi une transformation profonde. Autrement dit, doivent-ils rester en Europe, s'en éloigner, accorder moins d'importance à Israël, ou au contraire renforcer leurs relations? En d'autres termes, on peut aussi s'attendre à davantage de luttes internes au sein d'un État en pleine mutation. Je veux dire, si l'on compare avec l'Union soviétique, lorsqu'on analyse la politique soviétique, on a tendance à la considérer comme un tout. Mais en y regardant de plus près, il y avait des rivalités entre Gorbatchev et Eltsine. Et il faut en tenir compte pour comprendre le comportement d'un État. Vous avez fréquenté l'école d'interprétation des conflits de l'Empire soviétique. Moi aussi. Je ne pense pas qu'il soit pertinent de croire que tout est toujours coordonné et approuvé par le chef. Non, exactement. Mais contrairement à vous, je n'ai pas d'expérience en tant que colonel, ni d'expérience au sein du gouvernement, ni passé du temps à la Maison-Blanche. Donc j'étais curieux, avec votre parcours, comment évaluez-vous la situation? À quel point pensez-vous que les luttes internes sont graves? Parce que on a tendance à se concentrer sur l'opposition à l'administration Trump. Mais même au sein de l'administration Trump, il y a un mélange. Les gens tirent dans des directions différentes. Dans quelle mesure pensez-vous que cela pourrait se manifester dans cette attaque contre le Qatar? Je pense que c'est largement exagéré et je crois que cela est considérablement aggravé par le fait qu'il n'y a pas de chef de la sécurité nationale. Marco Rubio ne joue pas le rôle de conseiller à la sécurité nationale. Depuis qu'Eisenhower a recruté Goodpaster et plusieurs autres pour en quelque sorte modéliser ce rôle, la personne clé dans le processus de décision de l'Empire est le conseiller à la sécurité nationale. Et c'est cette personne-là. Nous avons abandonné le gouvernement de cabinet après la Seconde Guerre mondiale. Les réunions de cabinet ne sont plus que des formalités pour les caméras de télévision. La véritable réunion qui fait la différence en matière de politique étrangère et de sécurité, qui après tout est la politique d'un empire, c'est le Conseil de sécurité nationale. Et la personne qui orchestre cela, c'est le conseiller à la sécurité nationale, et généralement son adjoint, qui ont d'importantes responsabilités à cet égard. Nous avons connu des variations sur ce thème depuis 1950 ou 1952 environ, Eisenhower étant le premier. Il a en fait créé le modèle avec Goodpaster et d'autres qui ont évolué vers cette fonction, laquelle n'est pas soumise à la confirmation du Sénat. Ce n'est donc pas une nomination politique au sens strict. Le conseiller à la sécurité nationale est censé être une personne très compétente. Il est censé être quelqu'un comme, par exemple, même si on le déteste, il était vraiment doué, Henry Kissinger. Ou quelqu'un comme Brent Scowcroft, qui a probablement été l'un des meilleurs que nous ayons jamais eus. Nous n'avons rien de tout cela. Ce que nous avons, c'est le chaos. C'est un chaos total. Nous avons Rubio, dans son rôle de secrétaire d'État, qui se concentre principalement sur le Venezuela, mais aussi sur d'autres aspects de l'Amérique latine, qu'il semble détester de façon systématique. Nous avons Pete Hegseth, qui s'attache à éliminer toutes les traces de défense du département de la Défense pour en faire un pur instrument de guerre, y compris en écartant les femmes. C'est le chaos, Glenn. C'est le chaos, et il n'y a personne pour orchestrer quoi que ce soit qui ressemble à de l'unité, à un objectif ou à une intention stratégique. Il n'y a pas de président pour faire cela. Il gouverne principalement par WhatsApp, tweet, appelez ça comme vous voulez.
Et ses propos sont tellement maladroits que je me demande si les gens dans le monde ont la moindre idée de la direction qu'il prend à un moment donné sur n'importe quel sujet. C'est donc le chaos. Voilà la réponse à votre question. Il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de stratégie pour mettre en œuvre cette politique. Et il n'y a personne qui agit conformément à cette stratégie. Maintenant, nous venons d'assister à un changement majeur peut-être d'orientation avec cette stratégie de défense qui a fuité et qui est essentiellement une description d'un repli modéré, voire plus. Dans cette stratégie, il continue de nommer, mais presque pour la forme, la Russie et la Chine. Il mentionne encore certains autres aspects de l'ancienne stratégie. Mais en substance, ils affirment, en accord avec les remarques vraiment étranges de Trump du genre. J'espère que Xi Jinping, Vladimir Poutine, Modi et l'OCS profiteront de leur union. Vous savez, c'est à peu près ce qu'il a dit après avoir été informé de ce qui s'est passé lors de la série de réunions de l'OCS. Et voici une réponse écrite à cela. Nous allons nous replier et ne nous concentrer que sur l'hémisphère occidental. Nous allons nous concentrer, il est explicitement indiqué que les points de concentration sont le territoire national et l'hémisphère occidental. Et la frappe récente, cependant, en violation du droit international et de tous les autres principes du droit humanitaire, contre le bateau en route vers Trinité depuis le Venezuela, en est un indicateur. Je pense que c'est ainsi que nous allons nous concentrer sur l'hémisphère occidental et sur l'Amérique. Nous le voyons déjà. Nous le voyons à Washington, D.C. Nous sommes sur le point de le voir peut-être à Chicago. Nous l'avons déjà vu à Los Angeles. Nous le voyons à la frontière sud. Donc si c'est le cas, et qu'il s'agit de la première véritable formulation d'une politique et des stratégies développées pour mettre en œuvre notre déploiement intérieur de l'armée, de la milice et de la police, et à l'étranger, tirer sur des personnes en haute mer qui transportent de la drogue, alors nous avons opéré un changement majeur, et nous disons en substance à nos alliés, vous pouvez toujours rêver. L'Amérique se retire. Encore une fois, c'est très important, non seulement pour le Moyen-Orient, l'Asie de l'Est et l'Europe. Ce n'est cependant pas une très bonne nouvelle pour le Venezuela, si le rétablissement du contrôle sur l'arrière-cour devient désormais un objectif clé. Selon vous, comment les pays du Moyen-Orient vont-ils se réorienter en conséquence? Je veux dire, si les États-Unis se retirent un peu, cela va-t-il pousser les États du Golfe à réévaluer leurs relations avec l'Iran afin de résoudre une partie de, je suppose, leur hostilité mutuelle? On pourrait le penser, car si l'on prend un peu de recul et que l'on revient à la déclaration de Carter en, c'était quoi, 78-69, selon laquelle le Golfe Persique constituait un intérêt vital pour les États-Unis en raison du flux pétrolier, etc. Et puis, en considérant l'évolution de cette stratégie depuis lors, il semble qu'aujourd'hui, nous ne la fondions plus autant sur le pétrole, même si cela reste un élément crucial, je pense, pour la puissance coloniale qu'est l'Amérique, mais plutôt sur cette stratégie de rupture nette qui est poussée par des milliardaires et d'autres acteurs en coulisses qui veulent mener à bien cette stratégie de rupture nette. On les appelle les néoconservateurs, mais ils sont plus que cela. Certains d'entre eux sont des mondialistes, selon cette terminologie. D'autres sont tout simplement des ennemis déclarés des Perses. Et cela remonte à la pathologie mentale, issue des 444 jours de prise d'otages américains en Iran. Mais quoi qu'il en soit, ils veulent renverser ce régime, ce qui complique la situation en ce moment. Mais je pense que nous sommes en train de repenser toute la question. Nous avons beaucoup de pétrole en ce moment, cela pourrait ne pas durer, et cela ne durera certainement pas si le prix chute brutalement, car le fracking coûte très cher. Nous sommes dans une position assez favorable,
et nous ne nous soucions plus autant de nos alliés, ce que j'ai constaté en tant que militaire à la fin de ma carrière, puis comme diplomate avec Colin Powell. Nous nous désengagions un peu parce que nous n'avions plus autant d'intérêt pour le pétrole du Golfe. Eh bien, la situation est maintenant compliquée par le fait que, d'après des sources très compétentes dans les milieux pétroliers en Irak, si tout fonctionnait à plein régime, c'est-à-dire si tout était efficace, si tout marchait comme il faut, si toutes les grandes compagnies étaient là à travailler d'arrache-pied, l'Irak dépasserait probablement l'Arabie saoudite en termes de production pétrolière. Il produit déjà beaucoup de pétrole. Disons donc environ 90% des besoins mondiaux passent encore par le détroit d'Ormuz, et une grande partie du pétrole irakien allait vers la Chine. Je pense que la Russie en a remplacé une partie, mais la Chine a toujours un intérêt dans le pétrole irakien. Je ne sais donc pas ce qu'ils vont faire, mais j'ai beaucoup de mal à croire que l'Arabie saoudite, les membres du Conseil de coopération du Golfe en général, la Ligue arabe, l'Égypte, je ne sais pas ce qu'ils vont faire parce qu'ils sont tellement inefficaces. Ils sont presque aussi inefficaces que nous. Et ils se retrouvent de plus en plus face à des populations agitées. Sisi, de façon incroyable, parce qu'il n'arrive même pas à nourrir les Égyptiens. Et il a environ, 2 millions de réfugiés sur son territoire. Et il a ce problème juste à côté à Gaza. Je ne sais pas où ils vont. Tout comme je ne sais pas où va Erdogan. Vous savez, si j'étais l'Arabie saoudite, je pense que je prendrais probablement le téléphone. J'appellerais Erdogan et je lui dirais « Je résoudrai tes problèmes économiques si tu frappes Israël et la Syrie pour leur donner une leçon. » C'est ce que je ferais si j'étais Mohammed Ben Salman. Tu as des problèmes économiques? Je vais les résoudre. 200 milliards de dollars seront sur ton compte en banque la semaine prochaine, ou quelque chose comme ça. Mais ça n'arrivera pas. Et je ne vois tout simplement aucune direction venant des Arabes. Je me souviens d'une remarque, apocryphe ou non, je ne pense pas qu'elle le soit, qui a été attribuée à Moshe Dayan à la fin de la guerre des 6 jours de 1967. Ce miracle, lorsqu'un journaliste le poursuivait en essayant de lui faire dire « Comment avez-vous fait? Comment avez-vous fait? Comment avez-vous fait ça ?» Et il s'est retourné et a dit « Eh bien, ça aide de se battre contre des Arabes. » Voilà un commentaire pour vous. Les Arabes ne semblent jamais réussir à s'organiser, en particulier vis-à-vis de leur dépendance à l'égard de l'Empire. Mais ils pourraient bien y parvenir avec ce genre d'évolution, surtout si l'Empire poursuit ce qu'il soupçonne depuis environ une décennie ou plus, à savoir que nous prévoyons de nous replier. Eh bien, l'influence des États-Unis au Moyen-Orient a évidemment été très destructrice, comme vous l'avez souvent mentionné, notamment en vous appuyant sur votre expérience au sein de l'administration Bush dans les années 2000. Mais lorsque les États-Unis se retirent, ce n'est pas comme si l'utopie était l'alternative non plus. Il reste de nombreux problèmes non résolus et des risques de perturbation dans la région qui pourraient remplacer les difficultés actuelles. Ce n'est pas le moindre des problèmes. Il y a 50 millions d'Américains comme Huckabee, notre ambassadeur à Jérusalem, qui pensent que la fin des temps est arrivée et que si nous nous retirons, nous allons tout gâcher. On ne peut pas inventer des choses pareilles. Ce n'est pas si rare lorsque les gens se tournent vers les Écritures pour définir une politique étrangère. J'ai entendu cette interview avec Ted Cruz et Tucker Carlson. Cruz dit qu'il reçoit des conseils pour la prise de décision en matière de sécurité de la Genèse. Oui, mais il a aussi interprété la Bible de façon un peu créative à cet endroit-là, je suppose. Absolument.
C'est une spécialité de ces personnes. Ils trouvent le verset ou le chapitre qui correspond à leurs idées préconçues et le lancent en pâture. Mais même si c'était le cas, nous ne devrions probablement pas laisser des textes vieux de 2000 ans déterminer notre politique de sécurité. Je voulais aussi poser une question sur ce que cela signifie pour le système d'alliance transatlantique. Car je pense qu'au début, beaucoup d'Européens se sont dit « Nous pouvons simplement attendre la fin de Trump, comme la dernière fois, et tout reviendra à la normale. » En effet, on pensait que la guerre en Ukraine allait raviver la relation transatlantique. L'OTAN avait, vous savez, une nouvelle raison d'être. L'Union soviétique était de retour, où il y avait des tentatives de restaurer l'Union soviétique. Tous ces récits absurdes qui servaient un objectif. Mais aujourd'hui, il semble plutôt que cela ait amené les États-Unis à la conclusion qu'ils s'épuisent en Europe et cherchent à se débarrasser de cela. Pas nécessairement à mettre fin à la guerre, mais au moins à l'externaliser et à la confier aux Européens. Mais que voyez-vous pour l'avenir des États-Unis et de l'Europe? Vous et moi avons déjà parlé des tableaux blancs que vous aviez à la Maison-Blanche, sur lesquels on décidait quels dirigeants européens devaient être mis en avant et lesquels devaient être écartés. Pensez-vous que cela va continuer ou voyez-vous une relation plus divisée à l'avenir? Il y a différentes réponses que je pourrais donner d'un point de vue tactique, selon que l'on parle d'Israël, de l'Allemagne, de la France, des pays scandinaves ou d'autres. Mais je vais vous donner mon avis général, à savoir que cela n'a pas fonctionné. Vous savez, sous mon administration, nous avons commencé à littéralement acheter des gouvernements en Europe. Nous avons commencé à utiliser toutes sortes d'ONG et d'autres types d'organisations, l'USAID étant la plus importante, ce qui explique pourquoi je n'ai pas eu trop de problèmes avec ce que Rubio a fait à l'USAID. Même si les contrats sont toujours supervisés et exécutés, et qu'ils continueront encore 3 à 5 ans, car on ne met pas simplement fin à des contrats du jour au lendemain. Nous avons lancé cette dynamique pour rallier les Jens Stoltenberg, les Mark Rutte, les Starmer, les Macron et finalement les Scholz, puis les Merz et d'autres dirigeants de ce type. Le président finlandais a récemment fait des commentaires qui m'ont fait penser qu'il commençait à décrocher un peu de cette drogue, de ce narcotique. Ce qui s'est passé, c'est que tout cela s'est effondré, cela s'est désintégré. Le fait que nous l'ayons fait et qu'ils en aient été le produit est en train de s'écrouler. Macron est le premier à vraiment montrer des signes de vulnérabilité. Mais l'Allemagne suivra, et certainement la Grande-Bretagne aussi, ainsi que d'autres pays au cours des 2 prochaines années, à mesure que leurs systèmes politiques évolueront. Tout cela pour dire que je pense que la combinaison de cette incompétence de l'Europe, illustrée par leur tentative presque stridente de garder l'Amérique impliquée, et le fait que l'Amérique ne l'accepte pas, et maintenant probablement la rejette formellement, ou du moins s'en approche, d'une manière écrite, et certainement d'une manière pratique, va la détruire toute l'unité. Cela va renvoyer l'UNMW dans la caverne d'où elle n'aurait jamais dû sortir. Et je veux dire, toutes les personnes qui ont lancé cela avec l'union monétaire, la communauté du charbon et toutes les autres choses qui, au fil du temps, ont construit Ocomember, voient maintenant tout s'effondrer autour d'eux, je pense. Il en va de même pour les gouvernements et il en va de même pour les pays. On se demande où tout cela mène. Mais ce n'est pas le fait que le lien transatlantique va aussi se rompre qui va aider les choses. Je ne sais pas ce que ça signifie à long terme. Je crains ce que cela pourrait signifier à long terme pour les 2 côtés de l'Atlantique. Tout comme je crains ce qui se passe dans le Pacifique avec 2 autres alliances, la coréenne et la japonaise. Elles montrent en réalité, je n'appellerai pas cela des douleurs de croissance,
elle montre aussi des douleurs impériales avec les alliances. Les seuls qui adhèrent vraiment à l'Empire, comme s'ils y étaient collés, ce sont les Australiens. Mais je pense que cela va aussi changer. Donc c'est une situation très fluide en ce moment, notamment à cause de ce transfert de pouvoir massif. Je regardais justement cela ce matin, vos téléspectateurs ne peuvent pas le voir, mais il s'agit d'une page du livre de Peter Frankopan, Les routes de la soie, une nouvelle histoire du monde. Si vous regardez cela, si vous regardez ces chemins de fer aujourd'hui, ce livre a probablement environ 5 ans, mais ces chemins de fer partant de Chine traversent la Russie dans la sphère nord, traversent le Caucase et l'Asie centrale dans la sphère centrale, et traversent l'Iran pour remonter jusqu'à Berlin et Varsovie dans la sphère sud. Ce sont des chemins de fer qui sont construits et fonctionnent, et qui vont transformer le monde sur le plan commercial. Ils partent de l'Est et vont vers l'Ouest, s'arrêtant à toutes les gares intermédiaires, de Dushanbe à Samarcande, jusqu'à Ankara, puis jusqu'à Varsovie, Berlin, et même au-delà vers l'Ouest. C'est le nouveau monde. Cela permet aussi d'éviter la plus grande menace pour la réussite économique, si l'on veut, que l'Empire pourrait exercer sur eux s'il le souhaitait, sa marine sur les hautes mers, car tout cela se passe sur la terre ferme. Cela remonte à 2000 ans, à l'époque où les changements de pouvoir entre différents empires influençaient leur manière de commercer. Ils passaient par l'intérieur des terres pour éviter ce qui se passait sur les mers, car certains empires disposaient de grandes marines. It is said that a perfid the within calf wrote. Alors, ils sont allés vers l'intérieur des terres. Un exemple parfait est le tracé de ce chemin de fer qui remonte le golfe Persique et pénètre dans le ventre mou, si l'on peut dire, de la Russie, avec le Caucase qui en profite. Tout cela se produit et nous ne pouvons rien y faire. C'est inexorable. Cela arrive parce que la première économie mondiale est derrière ce projet. Et maintenant, nous avons poussé le pays le plus peuplé du monde, l'Inde, avec un immense potentiel économique, si elle parvient un jour à bien l'exploiter. Et la Russie a formé une triple alliance, si l'on veut, contre nous. Ce n'est pas bon pour l'Europe, ni pour les États-Unis. Et les États-Unis se désengagent de l'Europe, donc il n'y aura aucune cohésion pour s'y opposer. Et je ne parle pas de s'y opposer d'un point de vue sécuritaire, vous savez, avec des armées, des bombes, des balles, des baïonnettes, etc. Je parle de compétition stratégique, qui s'accompagne aussi de collaboration et de coopération stratégique, parce que nous faisons face à des défis vraiment majeurs, comme la crise climatique et les armes nucléaires, sans aucun traité, ce sur quoi Trump avait d'ailleurs bien commencé en Alaska et avait attiré l'attention de Poutine. On m'a dit que c'était le seul point réussi. Poutine était d'accord avec lui, voulait renouveler le New START en février 2026 ou plus tôt, voulait faire entrer Xi Jinping dans la discussion et voulait parler des autres États dotés d'armes nucléaires pour les intégrer à un régime multilatéral mondial qui tenterait au moins de réguler un peu la prolifération actuelle de l'armement nucléaire. C'est fini. D'après ce que je comprends, c'est fini maintenant. Poutine a abandonné Trump. Alors où allons-nous? Je n'en ai aucune idée, mais je sais que ce n'est pas bon. Eh bien, nous utilisons aussi l'expression « l'Europe ceci » et « l'Europe cela », comme s'il s'agissait d'une entité. Mais pensez-vous que les Européens pourraient vraiment former un ensemble cohérent? Ce n'est pas qu'ils soient si unis aujourd'hui, mais l'idée qu'ils puissent avoir une politique commune. Ils ont des intérêts très différents. S'ils ne sont pas ancrés dans la relation transatlantique, et aussi aidés par les États-Unis, qui en quelque sorte contribuent à choisir les dirigeants de l'Europe, dans quelle mesure pensez-vous qu'il est possible pour les Européens de rester un pôle de puissance s'ils ne sont pas unis à la base?
Je pense qu'ils doivent faire ce que Colin Powell, H. Bush, Jim Baker, Brent Scowcroft et beaucoup d'autres personnes, même Dick Cheney, ont évoqué à la fin de la guerre froide. C'est-à-dire qu'ils doivent affirmer leur propre identité sécuritaire, qui doit évoluer pour devenir, à terme, une identité sécuritaire indépendante. Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas coopérer de manière interopérable. Vous avez des brise-glaces, nous n'en avons pas. Donc la Finlande, c'est vous qui aurez le rôle de brise-glace si nous devons faire la guerre dans l'Arctique ou autre. Ce genre de coopération pourrait toujours exister, et le parapluie nucléaire des États-Unis pourrait toujours les couvrir. Mais ils doivent prendre en charge leur propre sécurité de façon concrète, conventionnelle, sur le terrain et en mer. Je pense que ce concept reste viable, mais je ne vois pas de leadership en Europe pour le concrétiser. Et je ne le vois certainement pas à Washington pour les aider à y parvenir. Ce que je constate, c'est ce nouveau document qui dit que nous nous tournons vers l'hémisphère occidental et le territoire national. Eh bien, si les Européens avaient su que les États-Unis allaient se replier, nous ne serions probablement pas allés en guerre contre la Russie, ni mener une guerre par procuration, car cela semble être un échec. Comment analysez-vous la situation actuellement dans cette guerre contre la Russie? Parce qu'en ce moment, les Russes mènent une stratégie d'attrition très lourde et brutale pour finalement anéantir les Ukrainiens et en finir avec la guerre. Et disons-le, il y a une certaine panique, surtout en Europe. On l'entend chez les politiciens et les journalistes. Ils répètent sans cesse « Cessez le feu, il faut intervenir dans la guerre ». En même temps, ils parlent de sanctions, d'armes. Donc le fil conducteur, c'est qu'il faut agir parce que la situation tourne mal. Mais je ne sais pas trop quoi penser, par exemple, des drones russes qui auraient atterri sur le territoire polonais. Il est très intéressant que cela soit arrivé à un moment où les Polonais s'exprimaient de manière assez décisive. Pas de troupes en Ukraine, pas de troupes polonaises en Ukraine. Comment les amener à changer d'avis? Ce n'est pas ainsi qu'on y parviendra. Pour moi, c'était un coup monté, ou alors il s'agissait de drones égarés. Je veux dire, il est possible que ce n'était que des drones égarés. Il y en a tellement dans le ciel. C'est étonnant qu'on n'ait pas eu plus d'incidents de ce genre. Je soupçonne qu'il y en a eu d'autres. C'est juste que ce n'est pas toujours rapporté. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit derrière tout ça. C'est une tempête dans un verre d'eau. S'il s'agit d'une sorte d'opération sous fausse bannière, ce sont des gens qui essayent d'influencer des choses qui sont déjà, eh bien, l'eau a déjà coulé sous les ponts. Et la première partie de votre question l'indique. Ce que fait Poutine, ce que fait l'armée russe, je le compare un peu à la bataille de Koursk, la véritable bataille de Koursk pendant la Seconde Guerre mondiale, où après cela, la Wehrmacht fuyait et les Russes avançaient à pied, mais ils tiraient en marchant. Et il n'a pas fallu beaucoup plus de temps pour aller de la Vistule à Berlin. Je pense que l'armée ukrainienne, selon l'objectif de l'OMS de Poutine, est en train d'être complètement détruite. Et je pense que c'est ce qu'il va continuer à faire, de manière très méthodique à la russe. Il va les pousser à des situations où les choses semblent risquées, puis il les détruira quand ils y seront. Je pense qu'il va probablement aussi se détacher et prendre Odessa. Il pourrait prendre d'autres parties d'autres oblasts, en plus de ceux qu'il contrôle déjà. Mais je ne pense pas qu'il traversera le Dniepr de manière significative. À part, vous savez, en le longeant jusqu'à Odessa, en prenant Odessa. Et peut-être qu'il fera cela à son propre rythme. En attendant, l'objectif principal, détruire complètement les forces armées ukrainiennes, sera en cours. C'est ce qui se passe. Et à un moment donné, je pense que vous verrez le gouvernement ukrainien s'effondrer.
Je suppose que ma dernière question concerne davantage la position des États-Unis dans tout cela. Vous avez évoqué le repli, qui semble crédible compte tenu des défis auxquels les États-Unis sont confrontés. Mais il ne s'agit pas seulement d'un déplacement du pouvoir et de l'idéologie. Cela semble également lié, dans une certaine mesure, aux capacités. Autrement dit, les États-Unis font face à certains problèmes économiques. Que prenez-vous en compte lorsque vous envisagez le possible? Eh bien, déclin de l'Empire. Est-ce que vous considérez l'aspect économique, militaire, politique, moral? Comment évaluez-vous la pérennité de l'hégémonie américaine, qui est bien, j'imagine que s'il y a un repli, c'est un bon indicateur d'une adaptation à des réalités défavorables. Une réponse rapide à votre question à multiples volets, c'est que cela ressemble beaucoup à la fin de l'Empire romain d'Occident. Tout, absolument tout, contribue à la détérioration. Une dette globale de plus de 30 000 milliards de dollars, bientôt plus de 40 000 milliards. Un paiement annuel d'intérêt d'1 billion de dollars, bientôt. Et dans moins de 6 à 7 ans, selon le Bureau du budget du Congrès, ce sera 2 000 milliards. Ce qui, avec les augmentations nominales, absorbera toutes les dépenses fédérales discrétionnaires, rien qu'en payant les intérêts de la dette. Certains disent que nous cherchons une guerre mondiale, peut-être nucléaire, pour essayer de nous sortir de cette dette. J'espère vraiment que ce n'est pas ce que nous recherchons. Je ne pense pas que cela fonctionnerait de toute façon. Je pense que cela accélérerait la détérioration de l'Amérique et peut-être même le démantèlement de l'Union, pour ainsi dire. Cette possibilité existe toujours, surtout quand on commence à faire des choses comme ce que Trump fait en ce moment. Je peux imaginer des États qui estimeraient, dans une perspective immédiate, qu'il serait plus avantageux pour leur avenir de ne plus faire partie de l'Union, insmuquement, pour ainsi dire. Ce n'est pas impossible, le démantèlement du pays. Si l'on se penche sur la correspondance entre Jefferson et Adams après leur réconciliation, on verra qu'ils s'inquiétaient de ce genre de choses. Ils étaient principalement préoccupés par la guerre qu'ils savaient inévitable à cause de l'esclavage. Mais cette inquiétude exprimée était une inquiétude que l'on peut traduire par bien plus que l'esclavage. C'est le concept même d'une entité fédérale démocratique, peu importe comment on l'appelle. Je l'appellerais un conclave fédéral avec des tendances démocratiques. Ils pensaient qu'il serait impossible de maintenir cela ensemble pendant plus d'un siècle. Et nous l'avons maintenu plus longtemps que cela. On pourrait donc dire que cela a dépassé sa date de péremption. Et depuis que nous sommes devenus impériaux, certainement en 1945, mais en y tendant déjà de 1870 à 1945, nous avons simplement perdu notre chemin. Nous avions un autre monolithe en face pour nous contenir pendant un bon moment durant la guerre froide, mais aujourd'hui, nous n'avons plus rien de tel. Mais cela se construit. Cela se construit, mais ce n'est pas animé par l'intention de faire la guerre. Cela ne veut pas la guerre. Elle ne veut rien avoir à faire avec la guerre, parce qu'elle sait que nous perdrions toute confrontation conventionnelle, que ce soit en mer de Chine méridionale, à Taïwan ou ailleurs. Nous allons perdre en Iran, Glenn, si nous y allons. Et ensuite, nous passerons au nucléaire. Et ils ne veulent pas que cela arrive. Ils ne le veulent pas. Dans aucun des pays de l'OCS, je ne pense que les dirigeants souhaitent une guerre nucléaire. Les seuls que j'entends parler de guerre nucléaire vivent en Amérique. Et je les entends en parler sous les formes les plus incroyables, comme cette idée de nous sortir du piège de la dette dans lequel nous nous sommes mis en provoquant une guerre qui finirait par devenir nucléaire, et que nous gagnerions parce que nous avons de meilleures armes nucléaires. Maintenant, c'est un courant marginal, mais il porte l'uniforme dans certains cas. Et ça me dérange d'entendre des gens parler ainsi, sortir de notre piège de la dette en provoquant une guerre mondiale
qui pourrait même devenir nucléaire. Pour moi, c'est insensé. Mais quand je repense à l'histoire des empires, je me dis, attends une minute, Larry, ce n'est pas insensé. Regarde ce que certains autres empires ont essayé de faire dans l'histoire, alors qu'ils étaient en déclin. Donc c'est effrayant pour moi en ce moment. J'arrive à la fin de ma vie et j'en ai passé 31 ans dans l'armée et environ 40 ans au service du gouvernement. Et je regarde mon pays partir en morceaux et je vois un clone. Vraiment, peut-être qu'il a de bons instincts, mais c'est un clone en matière de prise de décision, de politique et de stratégie. Et des clones tout autour de lui orchestrent la chute. Ce n'est pas très rassurant. Ce n'est vraiment pas rassurant du tout. Je suis vraiment inquiet pour mon pays. J'ai interviewé dans cette émission un ami commun, le juge Napolitano, et il prédisait qu'il ne pensait pas que les États-Unis pourraient rester unis, non seulement à cause des problèmes économiques imminents, mais aussi en raison des problèmes politiques et sociaux du pays. Mais la possibilité que cela dégénère en une grande guerre avec des armes nucléaires est pour le moins préoccupante. As-tu entendu Gilbert Doctorow chez Judge ce matin, je crois, ou alors je l'ai regardé ce matin? Le parlementaire allemand qui lui a raconté comment l'Iran avait été éliminé dans la belle guerre. Bibi a appelé Trump, et ce parlementaire allemand avait passé de nombreuses années en Iran pour l'Allemagne. Je crois qu'il était diplomate à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que Bibi a appelé Trump et a dit « Je vais utiliser une arme nucléaire sur les sites. » Que ce soit du bluff ou non, qui sait. Mais Trump a dit « Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je vais m'occuper d'eux pour toi. Je vais m'occuper d'eux pour toi. » Et c'est ainsi que nous avons lancé l'opération B2 et le bombardement de Fordow et d'autres installations. Et nous avions prévenu les Iraniens que nous allions le faire. Je savais que nous l'avions fait. Je savais qu'ils avaient eu le temps de déplacer des équipements critiques, etc. Je savais que nous les avions avertis que nous allions bombarder. Ensuite, nous sommes passés aux négociations. Et avec une grande perfidie, nous avons laissé Israël tuer beaucoup des leurs. Et tout cela en plein milieu des négociations. La discussion était vraiment intéressante du point de vue de la vénalité de mon pays. Et je n'avais certainement pas besoin d'être davantage convaincu de la vénalité de Bibi Netanyahou. Mais c'était vraiment une sacrée discussion. Eh bien, Gilbert Doctorow m'a dit, enfin il m'a envoyé un email à propos de cette rencontre avec le parlementaire. Et je me suis dit tout de même que cela changeait les choses. Si c'est exact, je veux dire, il y a beaucoup de si ici, mais si c'est exact, cela aura un grand impact sur la façon dont toute cette affaire sera interprétée. Parce que dans ce cas, si ce n'est pas vrai, alors bien sûr, Trump a attaqué de façon très imprudente les réacteurs nucléaires de l'Iran, ce qui est tout simplement de la folie pure. Mais si c'est exact, alors selon cette version, il est presque un homme de paix maintenant, empêchant une guerre nucléaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est assez important de savoir si c'est vrai ou non. Parce que cela place Trump soit comme quelqu'un qui empêche une guerre nucléaire, soit comme un fou attaquant un réacteur nucléaire. Il vaut donc la peine d'explorer, de chercher des personnes, des fuites, ou quelque chose qui pourrait indiquer ou suggérer ce qui s'est réellement passé dans ce conflit. J'ai même posé la question à Mohammad Marandi dans cette émission, car il est un ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire. Et là encore, il n'y avait pas grand-chose. Eh bien, il n'est pas directement lié au gouvernement, donc il n'aurait pas non plus cette information. Mais c'est un point intéressant, car c'est aussi quelque chose que les Russes aimeraient savoir. Les Américains sont-ils en train d'aiguiser leur couteau tout en négociant avec eux? Ou Trump est-il sincère dans son désir de changer fondamentalement les relations?
Ce serait un très bon indicateur pour montrer quel genre d'homme et de président est Donald Trump. To show what kind of a man and president Donald Trump is. C'est vrai. Et je dois vous dire que mon opinion a été renforcée sur le fait que cela pourrait être une représentation fidèle de sa façon de prendre des décisions dans cette situation. Parce que des gens me disent, notamment le juge de temps en temps, le juge Napolitano, qui connaît Trump et le connaît depuis longtemps, qu'au fond de lui, il n'aime pas la guerre et il n'aime pas les armes nucléaires. Et si cela devait arriver et qu'il en avait la capacité, il le ferait, il arrêterait cela. Ça m'a un peu rassuré à son sujet, mais je ne sais pas. Peut-être que j'avale, sans réfléchir, tout le discours MAGA. Je ne sais vraiment pas. Eh bien, nous sommes déjà à court de temps, alors merci pour vos éclairages. Il y a beaucoup de questions qui mériteraient des réponses. Une critique que j'adresse à l'administration Trump, de mon point de vue, concerne la politique intentionnelle d'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire laisser tout le monde dans l'incertitude. Ce n'est pas quelque chose que je trouve rassurant. Non, cela ne facilite pas vraiment la prévision de la direction qu'ils prennent. Mais encore une fois, isolé. Donc merci en sexe. Vraiment. Merci de m'avoir donné l'opportunité.